Salut à tous, c'est Johan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que j'ai un invité avec moi sur lequel on va débattre et échanger sur des sujets un petit peu précis. Donc je suis en compagnie de Andy aujourd'hui. Bonjour tout le monde, enchanté. Voilà, qui va se présenter dans un premier temps, nous expliquer ton parcours et voilà, je te laisse. Okay. Très bien, alors du coup moi c'est Andy, j'ai 20 ans et je suis coach sportif depuis maintenant 3 ans suite à une reconversion professionnelle. Donc de base j'étais pas vraiment issu des métiers du sport, j'étais dans un autre domaine alimentaire. Mon parcours un petit peu, c'est vraiment commencé par les fondamentaux. Donc j'ai commencé par le BPGEPS cours collectif, comme pas mal de coachs d'ailleurs qui commencent par ce diplôme-là. Donc j'ai tout de suite été baigné dans le milieu des cours collectifs. J'ai fait une première année, j'ai obtenu le diplôme, donc nickel. Et après j'avais envie de continuer, j'étais passionné de musculation. Donc je suis parti faire le BPGEPS haltérophilie et musculation. Voilà, le but c'était vraiment de poursuivre un petit peu mes études, mon parcours, et surtout d'approfondir mes connaissances. Et après, également, une fois après avoir obtenu le diplôme, j'ai continué encore et je suis parti faire le diplôme universitaire de préparateur physique, cette fois-ci sur le secteur de Dijon, où là, je viens de terminer mon année, j'attends encore les résultats, donc en espérant que ça se passe bien. Mais voilà, un petit peu le parcours professionnel de ce côté. Ok, donc après il parle de son... C'est quoi, c'est le certificat de capacité ou c'est le DUST? Non, c'est un DU. C'est un DU universitaire. Ouais. Donc c'est quand même le DU du centre d'expertise de la performance, donc Gilles Cometti. C'est-à-dire qu'en termes de notoriété, c'est quand même quelque chose, on est sur un level assez important là-dessus. Bon, Cometti... Cometti, j'ai déjà entendu dire que c'était même la meilleure école en France, je crois, si je dis pas de conneries, de préparation physique. En tout cas, c'est les plus réputés, c'est eux qui ont formé le plus grand nombre de préparateurs physiques en France. En France, et même de toute façon, Gilles Cometti en tant que personne lui-même a quand même fourni un travail éminent sur la force, sur le mécanisme de la force, qui sont encore des références à l'heure actuelle. Donc on est sur quelque chose de très sérieux, les boys et les filles. Voilà. Moi, la première question que j'avais pour toi, c'est justement pourquoi le fitness au sens large? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans ce domaine? Ok, alors moi, pourquoi le fitness? C'est parti vraiment d'une expérience personnelle en fait. À la base, j'étais une personne, un jeune homme en surpoids à l'âge de mes 16 ans, donc j'ai eu beaucoup de difficultés, que ce soit avec le regard des autres, même la confiance en moi, donc ça a été une période assez difficile, on va dire, de ma jeunesse. Et du coup, en fait, c'est vraiment parti de là. Le jour de mon anniversaire, donc au mois de novembre, je me réveille le jour même avec un déclic en fait, qui va vraiment changer ma vie et mon parcours. Et en fait, c'était de me reprendre tout simplement en main, parce que j'étais en surpoids à l'époque. Et du coup, j'ai commencé comme tout le monde en tant qu'adhérent dans une salle de sport. J'ai fait 2 ans et demi dans la salle de sport d'ailleurs où tu étais coach à l'époque. On a fait nos débuts ensemble. Donc j'ai commencé ici et après je me suis passionné comme ça petit à petit par le monde du fitness, et c'est là que je me suis dit mais ouais, en fait c'est ça que je veux faire. Je veux partager ces émotions avec les autres personnes, partager également tout ce que j'ai pu apprendre, autant que ce soit du côté perso que professionnel. Voilà, et donc je suis vraiment arrivé dans le monde du sport et du fitness comme ça, par passion et surtout par un début personnel vers une activité professionnelle. Ok, ouais, ça marche. Je voulais revenir sur le point concernant les cours collectifs. Comme tu l'as dit, beaucoup de coachs en France en général se font financer leur diplôme de coach sportif à condition de passer le BP fitness dans un premier temps. Donc quand tu veux faire de la muscu, tu dis ok, qu'est-ce qu'il faut aller se dandiner sur un step et faire des cours de Zumba, je vais aller le faire, tu vois. C'est vrai que même moi, j'ai pas passé le BP Fitness, mais comme j'étais en alternance, comme tu l'as dit, à l'Orange Bleu, un jour on m'a filé une barre de pump dans la main et vas-y, c'est parti. Donc j'ai donné énormément de cours collectifs sans le BP Fitness qu'avec le BP muscu. Donc il y a des cours auxquels j'ai jamais touché, tout ce qui était Zumba, cours danser, step, j'en ai jamais fait. Par contre, les pumps, les abdos fessiers, les biking, etc. Enfin tout ce que tu peux faire quand même en sortant de la muscu, j'ai bouffé. Ouais, généralement c'est pas mal les cours de renforcement musculaire, c'est ça, où t'es pas mal jeté un petit peu dedans. Ne me demandez pas de danser, je danse pas, je fais pas de step, je me donne le tournis le step les gars. Ça s'apprend. Et donc c'était l'occasion pour nous de rebondir sur le sujet des cours collectifs justement.
donner d'abord dans un premier temps les avantages des cours collectifs pour les pratiquants, surtout ceux qui arrivent en salle, pour les novices, et ensuite voir un peu les inconvénients et tout ce qui tourne autour, on va dire, de la dark side des cours collectifs. Ouais, alors du coup si je commence au tout début, on va commencer par les avantages. Avantage d'un cours collectif, déjà comme dans le nom il est collectif, donc ça veut dire que vous avez plusieurs. Généralement c'est à peu près 6 personnes si on prend vraiment les normes. Après je sais qu'il y a certaines structures où vous pouvez accéder avec une, deux ou même 3 personnes dans un cours collectif. Mais si on prend, on va dire vraiment, par exemple, au niveau des examens, quand on les passe, c'est 6 personnes. Donc déjà, vous n'êtes pas tout seul. Donc vous êtes vraiment encouragé, motivé vraiment à fournir un effort physique. En fait, il y a vraiment l'effet de groupe. Et ça paraît pas comme ça, mais vraiment le fait de s'entraîner à plusieurs, c'est assez impressionnant. L'effort qu'on a envie de donner en fait. Et puis bien entendu, un prof de fitness, il est là avec sa musique, il met du tempo, il met de la cadence, il essaie surtout de pas mal motiver, encourager les personnes et surtout, voilà, vous êtes guidé à 100%. Donc le coach va donner le cours complet, il va y avoir une structure, donc ça veut dire que vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas lâché comme sur un plateau de musculation. Et des fois c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on débute, sur un public débutant ou même un peu plus connaisseur. Donc ça c'est vraiment pour moi les gros avantages principaux du cours collectif. C'est vrai que pour moi, l'avantage du cours collectif, c'est qu'une personne qui arrive dans un cours collectif, elle sort de sa journée de travail, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il peut arriver, débrancher son cerveau et faire confiance complètement aux éducateurs qui sont censés être très compétents sur cette zone, au moins pour encadrer en sécurité. Après, tout ce qui est individualisation, etc., c'est un petit peu justement les problématiques qu'on va aborder par la suite. Mais ça, c'est vraiment le gros avantage, comme il a dit, effet de groupe, pouvoir se laisser driver et simplement kiffer le truc en fonction de ses affinités et de ses objectifs. Ouais, exactement, c'est du lâcher prise en fait. Les personnes, on retrouve souvent un public qui a besoin d'être justement boosté en fait. Et c'est là que le pro de fitness il rentre vraiment au jeu. C'est qu'il va booster justement ces personnes, comme tu l'as dit très très bien, ils sortent du travail, ils ont peut-être eu des journées difficiles, c'est vrai qu'on rencontre un peu tout type de public, qu'on ait des travails pas toujours évidents, on va dire. Et donc, le fait de se laisser driver comme ça, ça permet surtout d'avoir l'aspect motivationnel dans les cours. Ouais, effectivement. Moi, j'ai un exemple très concret de personnes qui déposent leur cerveau et oublient le reste. Ça m'est arrivé de donner des personnes relativement novices qui viennent dans tes cours et tu viens à donner un décompte, par exemple. Et t'as des personnes qui continuent de faire leur squat et qui continuent et qui sont comme ça avec toi, qui sont en train de mimer ce que toi t'es en train de faire tellement ils veulent tout reproduire, tu vois. C'est ça, ouais. L'effet miroir dans les cours est vraiment très 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 présent. Il suffit que tu t'arrêtes à certains moments pour que les pratiquants s'arrêtent, ou si tu vas des fois donner une anticipation en disant continuez ce que vous êtes en train de faire, je vous montre le mouvement suivant. Tu l'as énoncé, pourtant les gens vont se mettre à faire ce que tu es en train de faire, voilà, instinctivement. Ouais, alors c'est exactement ça. Moi aussi, anecdote de ce côté-là, c'est vrai que comme il le dit, des fois on fait des gestes un petit peu pour guider, on va dire, la direction des fois. Donc ça peut être les mouvements de bras ou quoi que ce soit. Et des fois je me suis retrouvé également avec des adhérents qui tendaient carrément le bras et qui me regardaient, puis moi je leur expliquais non, en fait c'est juste pour te montrer la direction. En fait c'est juste que les gens en fait sont vraiment captivés. On a un rôle assez important, c'est qu'on est le rôle modèle en fait pour ces personnes-là. Donc dès qu'on va faire quelque chose, elles vont tout de suite nous suivre, elles vont surtout nous faire confiance. Et ça, c'est vrai que du coup, ça se retrouve dans ces petits imprévus. Ouais, effectivement, mais bon, c'est vrai que si on doit trancher un peu sur les avantages, c'est vraiment le côté groupe pour moi qui est le plus important là-dedans. Tout le monde est entre guillemets dans le même bateau, tout le monde est dans la même merde. Exactement. Et tout le monde est là pour normalement se dépenser à 100%. Je dis bien normalement parce que normalement les petits hicks peuvent intervenir et on va partir cette fois-ci un peu plus sur le côté problématique des cours collectifs, du moins les limites d'un cours collectif et quelles solutions nous en tant que coach on peut apporter à ça. De par notre expertise et les différents autres domaines qu'on sait exploiter. Alors oui, effectivement, du coup, cours collectif, ça a pas mal d'avantages. Effectivement, on a parlé de l'effet de groupe, justement d'être à plusieurs. Mais du coup, le fait d'être à plusieurs, c'est pour moi un premier inconvénient.
si on va avoir un manque d'individualisation envers la personne. Ça veut dire que on va pas pouvoir vraiment consacrer notre coaching à 100% avec une même personne. Forcément, des fois, on va se retrouver, c'est ce que je te disais juste avant qu'on lance la vidéo, des cours où moi j'ai eu donné à 40 personnes. Quand ils sont 40, c'est vrai que c'est compliqué d'amener une attention à tout le monde. On essaie de le faire, ça, voilà, en tant que coach, pour nous, c'est hyper important. Et surtout de montrer à la personne qu'elle est existante à nos yeux, dans notre cours. Mais c'est vrai que le fait de, voilà, d'avoir beaucoup de monde, individualisé va être compliqué. Donc pour moi, c'est le premier inconvénient qu'on peut noter. Effectivement, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est notre vision à nous en tant que coach, du moins nos obligations. On va d'abord donner des consignes de placement, puis d'exécution, avant de partir sur les points de sécurité, puis forcément de respiration et de sensation, grosso modo, si on veut les donner à peu près dans l'ordre. Donc ça, c'est le point clé pour donner un bon coaching de groupe sur l'ensemble. Et vous imaginez bien quand vous avez des cours au-dessus de, allez, on va dire au-dessus de 20 personnes, 20, 25, 35, 40, voire 50 personnes pour les plus grosses structures, ça peut arriver. Le système sensoriel principal que vous allez utiliser, vous, pour pouvoir individualiser ou alors donner des consignes plus précises, ça va être votre visuel, ok? Et le problème, c'est que forcément, en fait, si vous avez 40 personnes, vous divisez votre temps d'attention par 40. Et en prenant en compte que forcément, tu vas pas balayer ton espace de la même façon, parce qu'en même temps, tu es en train de faire des mouvements, tu essaies toujours de donner une certaine motivation en continuant à bouger. Enfin, à mon sens, si tu as une conscience professionnelle, tu restes à bouger tout le long du cours. On est bien obligé. Justement, entretenir le rôle modèle dont on parlait. Et c'est là que ça devient très dur de pouvoir donner la même attention à tout le monde en fonction de si vous donnez un cours, comme il l'a dit précédemment, à 6 personnes ou à 40 personnes. Et là, on a un problème d'individualisation qu'on peut rencontrer. Ouais, c'est exactement ça. On se rend quand même compte que voilà, un prof de fitness, on a beaucoup de rôles qui doivent se faire en même temps. Donc on a la musique, il y a du tempo à respecter, donc on doit rester sur la cadence de la musique. En plus, on doit observer du coup ici la clientèle, les participants. Tu l'as dit, hein, les consignes, le placement, d'exécution, toutes ces choses-là en fait se cumulent. Et c'est vrai que du coup d'avoir vraiment le regard sur tout le monde, plus ils sont nombreux, plus c'est compliqué. Vraiment, donc ça, il faut bien s'en rendre compte aussi. Ça, puis un truc tout bête, les gens ont des points d'attention et des images. On va se focus sur les points d'attention. Dans le sens où il y a des personnes, il va falloir leur donner des points d'attention d'abord sur leurs appuis et ensuite le reste ça va se faire. Il y en a, il va falloir beaucoup plus imager et donner des métaphores pour les aider à réaliser le mouvement au mieux. Et des fois, ça peut m'arriver ou nous arriver des fois de donner quatre formes différentes pour une même consigne avant que la personne réussisse à percuter. C'est ça. Je vois le truc tout long, tu demandes à quelqu'un de se pencher vers l'avant pour effectuer des tirages. Penche-toi vers l'avant, la personne ne fait que descendre la nuque. Du coup, il va falloir lui dire place les épaules devant les genoux, par exemple. Resserre tes omoplates, bombe la poitrine. Ouais, c'est ça. Des choses qui veulent dire, enfin finalement, qui ne se disent pas de la même manière, mais vont normalement déclencher le même résultat en fonction de la personne à qui on s'adresse. Et ça rajoute un facteur incertitude dans le coaching un petit peu. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, parce qu'en fait, toutes les personnes ne réagissent pas avec la même consigne. On va parler souvent dans le détail des personnes qui sont kinesthésiques ou des personnes qui ont plutôt, on va dire, un sens auditif. Tu l'as parlé tout à l'heure, un sens visuel, quand on tend le bras ou quand on fait des chiffres avec nos doigts, il y a des personnes qui vont regarder. Et chaque personne ne va pas réagir en fonction de ce qu'on va donner. Si on donne une consigne visuelle, par exemple avec un décompte ici sur la main, il y en a, ils vont même pas le voir en fait. Ouais. C'est pas qu'ils veulent pas le voir ou qu'ils ne regardent pas forcément. C'est juste que c'est pas leur. Ils sont pas sensibles à ça. Ils sont pas sensibles à ça. Par contre, si on va leur dire, ok, déplace-toi sur la droite, la personne va tout de suite instinctivement se déplacer sur la droite. Et c'est valable bien sûr pour le coaching sur des mouvements classiques qu'on peut retrouver. Ça, on arrive un petit peu. Ça, c'est la grosse problématique
principal des cours co, entre guillemets un petit peu le manque d'intention. Moi j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu plus sur les autres aspects problématiques, comme on a dit, je vais mettre les deux pieds dans le plat, la bonne conscience des pratiquants qui vont dans les cours collectifs en général, leur envie de faire, et la problématique aussi en tant que coach, justement. Moi, c'est la problématique que j'ai énormément rencontrée, c'est pour ça que j'ai quitté totalement ce milieu des cours collectifs. C'est l'impression de ne pas m'épanouir en donnant des cours collectifs parce que je ne faisais pas assez progresser les adhérents. On donne un exemple direct, une personne qui va mettre 6 mois, 1 an, 2 ans et qui ne sait toujours pas faire un squat alors qu'elle vient à tous les cours et que tu lui donnes les mêmes consignes et qu'elle n'a pris strictement même pas un quart d'heure sur l'année pour bosser son squat de son côté par exemple, et ben c'est très frustrant en tant que coach, en tant que passionné, parce qu'on souhaite apporter du progrès, apporter du mouvement et de la bonne santé aux personnes qu'on encadre. Donc je pense qu'on a un cadre assez large, tu avais préparé quelque chose un petit peu là-dessus, s'illustrer pour vous donner des exemples concrets. Ok, alors du coup c'est vrai que voilà, les personnes qui ont un cours collectif n'ont pas toujours, on va dire, cet aspect où ils veulent vraiment fournir un effort assez intense. Et comme le dit Johan, c'est vrai qu'on se retrouve des fois un petit peu frustré. C'est vrai en tant que coach, si on a vraiment envie déjà que nos participants se donnent à fond, parce que nous dans un cours collectif on est obligé d'être à fond en tant que rôle modèle effectivement. Donc on veut vraiment qu'ils fournissent l'effort. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Si je prends un premier exemple concret, ça va être vraiment les charges dans le cours collectif, les charges sur la barre. Moi, je me suis retrouvé avec des participantes ou des participants qui mettaient 1 kg de chaque côté. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous portez votre sac de course au quotidien, la charge elle est déjà beaucoup plus élevée. Et les personnes se disent ouais, mais non, en fait, Andy, j'ai mis 2 kg, c'est déjà beaucoup pour moi. Et nous, on les regarde et on sait très bien que non, c'est pas le cas. Au quotidien, une personne va venir soulever beaucoup plus de charges, va mettre beaucoup plus de contraintes mécaniques que ces pauvres 2 kilos dans le cours collectif. Et c'est vrai que le fait de ne pas mettre beaucoup de charges, alors vous allez me dire oui, mais la charge c'est pas ce qui est le plus important. C'est vrai, la charge elle va vraiment dépendre déjà de l'objectif, du niveau sportif des personnes et surtout des capacités de chacun. Mais en cours collectif, on part quand même sur des longues séries avec beaucoup de répétitions. Ok, on va pas pouvoir mettre une grosse charge comme on pourrait le faire sur un plateau de musculation classique, mais le fait quand même de mettre une charge assez conséquente va nous permettre vraiment quand même d'aller chercher des facteurs musculaires qu'on pourrait pas recruter si on reste avec nos 2 kilos. Et surtout si on prend vraiment la progressivité, on disait que là il y avait des personnes qui stagnaient des fois 1 an, 2 ans en cours collectif et ils évoluent pas, ils comprennent pas pourquoi. Et ben peut-être qu'il faut essayer de revoir les choses un peu différemment et justement d'augmenter ne serait-ce qu'un petit peu la charge, ça va venir introduire des mécanismes nouveaux, un nouveau stimulus, et plus on met de nouveaux stimulus, plus on va pouvoir venir avoir des potentiels d'action et pouvoir progresser de ce côté-là. Moi je vois un exemple super concret, c'est une barre de pump, ça pèse combien? C'est 500 grammes, voire 1 kg. Entre 500 et 1 kg à peu près. Voilà, donc imaginez à bout de bras, c'est vraiment rien du tout. Prenez l'exemple d'un développé couché, vous me prenez quelque chose de couché comme ça. La personne va donc développer la charge vers le haut. Il y a des personnes pour qui la charge est tellement faible qu'elle pourrait pousser la barre ou pousse clairement la barre comme ça. Les jambes sont ici et sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'il y a tellement peu de charge pour cette personne, elle pense que c'est le bout du monde, il y a tellement peu de charge pour cette personne qu'elle pousse de façon totalement désaxée et c'est des choses qui n'arriveraient pas si la charge était adaptée à l'exercice proposé et du coup en termes d'adaptation, cette personne obtiendrait les adaptations physiologiques et physiques ou esthétiques qu'elle cherche à avoir en mettant la charge adéquate. Forcément, ça on reprend des principes de base qu'on a déjà évoqués dans notre vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai les liens des réseaux sociaux de Andy avec ses 2 comptes bien sympas, un plus perso, un très apprentissage avec de beaux visuels. Donc checkez la description, vous allez en apprendre beaucoup sur ce genre de choses. Je m'égare un petit peu, mais tout ça pour je peux rebondir un petit peu du coup sur ce que tu disais. Le fait que la personne ne ressente pas la charge, ça va surtout avoir un aspect sécuritaire qui là on ne sera pas vraiment dedans en fait. Le collectif, ce qu'on veut, c'est mettre les adhérents en sécurité, dans un cadre où ils se sentent bien et surtout nous, en tant que coach, ce qu'on veut absolument, c'est que
nos clients ne se blessent pas en fait. Et s'ils ne ressentent pas la charge, tu l'as dit, ils vont pousser un petit peu n'importe où. Et pour redonner encore un cas concret, ça m'est arrivé d'avoir une personne sur un mouvement de squat, donc un mouvement où on est fort, on peut mettre quand même une charge assez conséquente. La personne mettait quoi, 2 kilos de chaque côté, mais elle ressentait tellement pas la barre qu'en fait elle avait un mauvais placement sur les trapèzes supérieurs ici. Quand elle effectuait son exercice, elle gardait pas une bonne technique, tout simplement parce qu'elle n'avait pas le ressenti ici de la charge qui appuyait quand même ici sur ses trapèzes, qui permet d'avoir une bonne posture, de fixer un petit peu ses omoplates. Et ça, au niveau de l'aspect sécuritaire, des fois ça peut être le cas concret du développé couché que je donnais juste avant va pousser sur un axe ici, donc en gros tu désaxes complètement en direction de la tête, c'est-à-dire qu'avec la gravité, en fait, si tu mets plus de charge et que tu continues à pousser comme ça parce que tu as créé un certain schéma de poussée dans cet axe-là, ça fait que le jour où tu mets plus lourd, en partant ici et pas dans l'axe, les épaules vont pas aimer, et en plus tu risques de partir en hyper extension vers l'arrière et de peut-être ne pas avoir le réflexe de lâcher tes poids et vraiment de te faire très très mal, quoi. Donc ça c'est des choses, mettre une charge en corrélation avec un exercice donné et les consignes du coach, c'est vraiment très important si vous voulez progresser et si vous voulez apprendre à lutter justement contre cette gravité et contre cette charge au quotidien. Vous allez peut-être que vous êtes mère de famille depuis très peu de temps, heureux événements dans votre vie, vous allez devoir vous accroupir pour ramasser des choses au sol, ramasser votre enfant, le porter dans les bras, etc. Et là, c'est l'aspect prophylactique des cours collectifs qui rentre un petit peu en jeu. C'est l'idée d'être suffisamment préparé pour pouvoir mieux encaisser son quotidien aussi. C'est ça, voilà, les personnes, elles viennent s'entraîner dans une salle de sport, elles viennent apprendre des mouvements, des exercices, et des fois, si on analyse un peu ces mouvements, en fait, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu des gestes du quotidien. Mouvement de soulevé de terre, par exemple, François, c'est le premier qui me vient en tête. La personne va venir ramasser ses sacs de course, elle va pousser fort en cuisse, développer un petit peu en dos, et c'est ce qu'on peut retrouver sur un mouvement de soulevé de terre, ou même le fait, un mouvement de développé, les épaules par exemple. La personne, elle veut mettre quelque chose en hauteur, et là je pense un petit peu par exemple aux personnes âgées, c'est des mouvements locomoteurs où ils ont besoin en fait d'avoir un schéma moteur pour amener justement un objet classique du quotidien en hauteur, et ça peut justement le fait de le travailler amener quand même du bon côté à ce niveau-là. Tu vois, là-dessus, ça me fait penser à Michael Carrère, tu sais, Delta Coaching. Ouais, c'est vrai, ça me parle. Lui, il a des clients seniors, je dirais entre 60, 70 et voire 80 ans, sûrement. Il leur fait faire de l'arraché aux haltères. Tu vois, parce que dans la vie de tous les jours, ils vont avoir besoin de prendre, tu vois, je dis une connerie, leur pot de confiture pour aller le remettre dans un placard, des choses comme ça. Et en fait, si la personne a des prérequis suffisants, c'est des choses qui font continuer de travailler contre résistance pour que cette personne garde un tonus musculaire, garde un schéma du mouvement nerveux cohérent, et voilà quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, les gens le font souvent. Je sais même pas réellement pourquoi les gens mettent si peu de charge et ont peur de mettre. Je pense que c'est cohérente. Je pense que c'est une question de peur un petit peu. Quand je discute avec ces personnes-là, que je leur demande, mais écoute, pourquoi tu me fais pas confiance? Pourquoi tu ne mets pas un peu plus? Pourquoi tu n'essayes pas de défier un petit peu? Parce que c'est aussi le but, c'est de se défier un petit peu dans l'activité sportive. Et ces personnes me disent, ouais, mais tu sais, déjà je veux pas des gros bras. Bon, ça c'est un gros mythe, surtout chez les dames. Les dames n'ont pas un taux de testostérone assez élevé pour avoir des gros bras, donc je vous le dis tout de suite, c'est pas en mettant 5 kilos de chaque côté que vous allez ressembler à un bodybuilder, quoi. Écoutez-moi bien. Il y en a qui galèrent déjà assez à avoir des bras, même en travaillant pour et en ayant une nutrition adaptée. Toi qui me regardes là, si tu penses ça, demain tu vas pas te réveiller musclé par accident, ne t'inquiète pas. Il faut quelques mois de pratique, quelques années. Donc c'est vrai que. Après, n'empêche, je rigole là-dessus, mais c'est le discours que j'ai eu le plus souvent. Oui, mais moi je veux pas avoir des gros bras, moi je veux pas avoir des grosses épaules comme un garçon. C'est souvent la jambe féminine qui dit un petit peu ça. Une réticence au niveau de la charge.
Mais voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour développer une hypertrophie musculaire importante, pour gagner en volume, déjà, il faut mettre beaucoup plus de quantité de travail avec une charge plus adaptée. On peut pas, voilà, comme il le disait, du jour au lendemain, se réveiller, waouh, je suis trop musclé, c'est pas possible. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. N'hésitez pas, moi je vous encourage vraiment dans les cours collectifs à charger vos barres. C'est hyper important, ne serait-ce que pour vous défier un petit peu dans l'exercice et surtout progresser dans vos objectifs. C'est quand même un petit peu la priorité. Ouais, là on parle que de la charge, mais la charge c'est une chose, voilà. C'est un des facteurs de l'intensité et de votre progression par conséquent. Les autres facteurs pour moi c'est l'amplitude aussi des mouvements, l'amplitude de travail, la cadence aussi un petit peu. Cadence, si on vient faire un cours par exemple de vélo, le fait de mettre de la cadence, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de charge, mais il y a également pas mal de facteurs. Hein. La cadence elle est hyper importante, la résistance dans le pédalier du vélo elle est également importante. Ouais. Donc ça c'est tous les autres facteurs qui vont vous permettre de développer vos capacités physiques grâce au cours collectif, et si elles sont prises au sérieux, vous aurez forcément des progrès là-dessus. Et ensuite il y a un deuxième truc, si vous tenez à ce que vos coachs vous donnent les meilleurs cours collectifs possibles, et ben suivez ces indications, parce que moi je me suis retrouvé, je vais pas me cacher, dans un petit peu dans ce cadre-là, de finir par être blasé de donner des cours collectifs, parce que j'ai eu le cas de personnes qui arrivent, ok, on va faire le premier cours étant un cours d'abdos fessiers. On fait 45 minutes d'abdos fessiers en prenant les options les plus faciles à chaque fois quasiment, ou en faisant que la moitié, en respectant pas la cadence et tout. On sort des 45 minutes d'abdos fessiers encore toute fraîche, toute pimpante. Désolé mesdames, mais comme 80-90% du public étant féminin, c'est l'exemple le plus probant, mais ça arrive aussi chez les gars. J'ai un très bon exemple derrière pour illustrer ça. On va faire le cours de biking juste derrière, rebelote 45 minutes, plus le petit quart d'heure de battement entre les deux souvent. On est déjà à plus d'1 heure et demie de séance. Et on renchaîne encore à deux personnes, les deux dernières personnes qui restent sur le troisième cours, un petit cours de cross-training. Donc ces personnes-là ont passé plus de 2h30 à la salle, qui est pour moi un temps d'entraînement qui est considérable. Qui est déjà élevé. Pour ça sur une année complète, 2 ans, et non strictement pas progresser, voire ont développé des problèmes posturaux, des douleurs qui sont apparues à l'exercice, etc., etc. Et en tant que coach, en fait, à part me frustrer de me dire, ben en fait, ces personnes-là, je les emmène nulle part, et de deux, ben en fait, ça me fait chier parce que je termine des cours où il n'y a plus que 2 personnes et c'est pas très motivant. Ben, ça n'a pas fait grand chose d'autre. Surtout qu'en fait, ces 2 personnes, par exemple, vers qui je ne pourrais même pas individualiser un petit peu plus mon coaching, parce qu'elles ne sont, entre guillemets, pas coachables. Ouais, c'est ça. Les personnes sont souvent assez butées, en fait. Et des fois, même en tant que coach, on va aller leur dire, mais attends, moi je te propose plutôt ça. Ouais, mais non, tu sais, moi j'aime bien garder mon petit cours de Zumba, mon petit cours de step. Oui, mais si ton objectif, par exemple, il est une prise de masse, et que, moi je prends vraiment cet exemple-là, mais il y en a également pas mal d'autres, et que tu fais beaucoup de cours collectifs d'endurance parce que tu aimes ça, en fait tu vas brûler beaucoup de calories, tu vas te dépenser beaucoup. Donc pour un objectif de prise de masse, on sait que c'est pas forcément la balance, elle n'est pas hyper intéressante. Mais les personnes sont vraiment butées. Hein. Je sais pas ce que tu en penses de ce côté-là. C'est le côté confort qui prend vraiment le dessus, et le côté bonne conscience. En fait, les gens vont se dire, ok, j'ai mis un pied dans la salle de fitness, j'ai commencé par les cours collectifs parce que c'était le plus évident et le plus simple pour me laisser driver, et maintenant eh ben, je vais tout donner en faisant 3 heures de cours collectifs d'affilée. Mais 3 heures de cours collectifs à 40% de ton intensité max, ça vaut presque que dalle. Donc à part flatter leur bonne conscience, selon moi, ils font pas grand chose. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est toujours mieux de venir en salle, vous dépenser et créer du mouvement que de ne rien faire. Seulement ce n'est pas le plus efficace. Ces personnes-là auraient peut-être intérêt à faire qu'un seul cours collectif et à passer un quart d'heure derrière à faire un peu de renforcement, des choses qu'elles n'ont pas travaillé en cours collectif, ou à développer de la mobilité ou ce genre de choses. Ouais, c'est exactement ça. Ou même tout simplement en fait fournir une intensité un peu plus maximale. C'est vrai que les intensités en cours collectif, elles sont souvent sous-maximales. Elles sont largement en dessous de ce qui est espéré en tout cas et par le coach
et même pour l'objectif de l'adhérent, ils se donnent pas assez en fait. Après, je dis pas, également, on prend pas tout le monde dans le même, non, bien sûr, dans le même cercle. Hein. Il y a des personnes qui vont se donner à fond, hein. Mais c'est, on va dire, on parle un petit peu du vécu et de la généralité de ce qu'on peut retrouver dans le cours collectif. Même pour moi, pour avoir travaillé dans plusieurs structures, c'est quand même le problème que je rencontre le plus souvent, c'est l'intensité. L'intensité, elle n'est pas assez élevée. Et ces personnes, elles ne vont pas comprendre des fois, oui, mais pourquoi je ne progresse pas? Mais essaye de mettre un peu plus d'intensité dans tes entraînements, de donner à fond dans un seul entraînement, hein, c'est ce que disait Johan, pas faire 3 entraînements à la suite. 1h30, 2 heures, c'est énorme. Et en plus, à intensité sous-maximale. Donc, quel est le réel gain? Est-ce que c'est pas mieux peut-être de mettre beaucoup d'intensité dans un seul cours, peut-être même compléter avec un petit peu de travail en musculation à côté, et après pouvoir rentrer chez soi, passer du temps sur autre chose que de rester à la salle pendant 3 heures. Après, on peut revenir plus tard sur on va dire les terminologies de préparateur physique, de coach sportif, mais la dénomination première de notre métier en France, c'est éducateur sportif. Donc, en tant qu'éducateur, il ne faut pas hésiter à sensibiliser vos pratiquants justement aux bonnes pratiques et aux bons gestes à adopter, en leur disant écoute Michel, c'est cool, tu viens faire des abdos fessiers 4 fois par semaine, mais en fait à part travailler tes abdos et tes fessiers et dépenser un peu de calories, et tu fais rien d'autre. Et en plus, si vous êtes un petit peu renseigné sur le fonctionnement du corps humain en termes musculaires, abdos et fessiers, c'est une chaîne croisée. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va renforcer les fessiers, les abdos, et on va laisser un peu plus de côté les quadriceps, souvent, et on va laisser de côté le bas du dos. Il sera toujours un petit peu engagé, mais beaucoup moins ciblé par ce type de cours. Et j'ai pu voir des gens qui ont commencé à faire des abdos fessiers qui allaient très bien, qui n'avaient pas spécialement de contraintes hors cours collectif dans leur vie, et qui ont développé des douleurs au dos ou un manque de tonus sur justement les quadriceps. C'est un peu lié les deux de toute façon, parce qu'ils ne faisaient que ça. Et du coup, on avait un renforcement du corps qui n'était pas suffisamment complet et pas optimal pour la santé et pour la vie de tous les jours, qui est quand même le but premier à mon sens. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce niveau-là. J'avais une personne, c'était une adhérente, je me rappelle, dans un éco collectif. Elle vient me voir à la fin de mon cours. Elle me dit, écoute Andy, je comprends pas, ça fait plusieurs années en fait que j'ai mal dans le bas du dos, ça me tire beaucoup. Et du coup, quand j'ai essayé un petit peu d'analyser avec ces personnes où était entre guillemets le problème, j'ai appris que ces personnes travaillaient énormément ici, la partie centrale des abdominaux qu'on appelle le grand droit. Et en fait, vu qu'elle mettait beaucoup de force, elle avait tendance à tellement renforcer la partie qu'on va appeler agoniste, si je prends un peu le terme on va dire spécifique, mais en oubliant de renforcer la partie lombaire. Et c'est ce que tu disais, et là le problème c'est qu'on va créer un gros déséquilibre qui va venir mettre potentiellement de grosses tensions lombaires. Bon, ça peut être également dû à d'autres choses que les abdominaux, ça peut être travaillé au niveau du psoas, il y a pas mal d'autres facteurs aussi, mais ces personnes faisaient énormément de travail abdominaux, parce qu'elles voulaient le fameux six-pack pour l'été, on retrouve souvent également ce genre de personnes. Mais en fait, elle négligeait tellement le travail lombaire qu'au final, ça lui a créé une pathologie au niveau du dos. Je crois qu'elle avait une lombalgie de tête à ce niveau-là. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Lombalgie, en fait, c'est un terme qui est ultra généraliste, pour, très très vague pour désigner le mal de dos. Quand on n'en connaît pas la source, ça c'est ce que votre médecin généraliste va noter quand il va vous envoyer chercher des anti-inflammatoires, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas quand il va vous renvoyer vers un spécialiste ou recommander de faire des examens complémentaires. On va parler de lombalgie. Derrière la lombalgie, ça peut être de l'arthrose, ça peut être une douleur musculaire, une sensation de déchirure finalement. Ça peut être nerveux, ça peut être plein de facteurs, et des fois la douleur au dos finalement effectivement elle est liée à des problèmes abdominaux ou des problèmes de fléchisseurs de hanches sur la zone sacro, tout ce qui est lombaire, sacro-iliaque. Donc voilà, là-dessus je pense qu'on a fait un gros point sur cette partie-là. Est-ce que tu as des exemples encore concrets à nous donner en termes d'intensité et de bonne conscience là-dessus, et comment on pourrait lutter contre ça? Comment on pourrait améliorer les choses pour le quotidien des personnes qui vont écouter cette vidéo?
Déjà, améliorer les choses, je pense que ce qui serait intéressant, c'est tout simplement une discussion en fait, avec votre prof de fitness. Allez discuter avec lui, n'ayez pas peur d'aller le voir. C'est vrai que ça, j'ai des personnes, souvent ça m'est arrivé pas mal de fois, quand je vais les voir de moi-même, ils me disent ouais Andy en fait je voulais t'en parler depuis longtemps mais j'ose pas venir te causer parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle ou des fois on n'a pas forcément le temps. C'est vrai qu'en tant que prof on enchaîne des fois pas mal les cours, on a 5-10 minutes entre deux cours. Donc même nous, c'est vrai que c'est un peu un le temps de changer de t-shirt, remplir la gourde et tout, des fois ça peut être un peu... On n'a pas le temps de causer beaucoup, toujours avec ce genre de personnes, mais déjà allez parler à votre coach. Parler un petit peu des soucis que vous rencontrez et surtout ce qui est important c'est d'écouter les conseils qu'on donne. Je pense que c'est quand même voilà, on a quand même un petit peu de métier là-dedans et si on vous dit qu'il est intéressant de bien harmoniser les zones musculaires, de mettre un peu de charge, c'est pour votre bien-être, il ne faut pas le prendre vraiment mal, c'est ce que je dis souvent aux personnes dans mes cours. Ce que je dis c'est pour vous en fait, c'est pour votre quotidien, que vous vous sentez mieux et surtout que vous améliorez dans vos objectifs. Moi j'y avais déjà pensé, d'ailleurs c'est des choses ici, on est au gymnasium à Héricourt, hein, pour en faire un petit peu la promo, c'est des choses sur lesquelles j'avais discuté un petit peu avec Maëva et qu'elle a mis en place, que j'avais mis en place un petit peu à l'Orange Bleu aussi, c'est de faire des ateliers, de prendre un temps, un quart d'heure, 20 minutes sur un cours qui en fait 45 en disant ok aujourd'hui on va se donner cette thématique et on va travailler là-dessus, on va faire un travail technique là-dessus et ensuite le reste ce sera le cours collectif. Du coup comme il est vachement raccourci, et ben là vous vous donnerez à fond avec toujours le focus technique que je vous ai donné en début de séance. Travailler sous format d'atelier comme ça, prendre un temps en disant aujourd'hui focus sur l'amplitude par exemple. Exactement, c'est ça, donner un objectif précis, un travail de mobilité par exemple, ou même un travail par exemple du bas du corps. Mais ce qui est bien en fait dans les fameux ateliers qu'on peut prendre cross-training entre guillemets, c'est qu'on va pouvoir vraiment, nous en tant que coach, prendre le temps d'aller individualiser un petit peu plus sur l'entraînement et surtout de coacher la personne même pendant qu'elle fait son exercice, parce que déjà nous on n'a pas la contrainte de la musique en fitness qui nous rattrape tout le temps, hein, donc on est toujours obligé d'être sur la cadence. Dans des cours un peu plus type cross-training, on va pas forcément la retrouver, donc ça va nous laisser également le temps de bien individualiser l'entraînement avec les adhérents d'une salle de sport. Effectivement, que ce soit en cross-training ou en circuit-training, comme on va travailler avec des ateliers ou des modalités qui sont un petit peu différentes d'un cours collectif classique, l'avantage c'est que la musique en fait sert simplement de fond et un vecteur on va dire d'énergie pour les participants pour maintenir l'ambiance et essayer de faire monter un petit peu l'intensité, mais n'est pas support même du cours. Donc ça laisse, on se dit, des fois tu donnes des consignes, les personnes n'ont pas suivi et là tu te dis merde, je vais devoir passer à la suite. Ouais. Et là c'est tout de suite plus problématique. Bonjour. C'est tout de suite un petit peu plus problématique dans les cours collectifs traditionnels quand on doit vraiment suivre une choré, une musique et tout. C'est exactement ça. Des fois c'est vrai que d'avoir le temps qui nous rattrape souvent, même un adhérent il ne va pas forcément se sentir à l'aise parce qu'il sait que, par exemple, des fois nous en tant que coach, on annonce, allez, il reste un bloc. Un bloc en fitness ça fait 15 secondes. Donc, la personne se dit ouais dans 15 secondes, et nous on commence à annoncer un autre mouvement, autre chose. Elle est tout de suite déjà en stress, ouais il va falloir switcher, faire quelque chose d'autre. Tandis que le format avec les fameux ateliers, le cross-training, il n'y a pas la contrainte de temps, donc ça veut dire que des fois on va partir sur, allez, si je prends un exemple, un circuit de 45 secondes d'effort, 15 de récupération, la personne elle a le temps déjà de se concentrer sur son exercice, elle n'a pas la pression du temps, mais nous en tant que coach, on n'a pas cette pression là et on peut du coup prendre bien le temps de coacher sur l'exercice donné. Effectivement, du coup, on comprend que à l'avenir, le circuit training ou les méthodes de cross-training peuvent être plus intéressantes pour donner un maximum de plus-value aux pratiquants des cours collectifs fitness. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'ampleur là-dessus, sachant que moi je ne suis marié à aucune modalité, dans le sens où je ne jure pas que par le crossfit, je ne jure pas que par la musculation traditionnelle. Le but c'est de trouver une façon la plus hybride possible de progresser et de s'en sortir. Il y a des choses très bien dans le crossfit, d'autres choses que je déplore. On retrouve des problèmes des fois aussi de certains mouvements qui finissent par
c'est pas les mouvements qui blessent les gens. C'est ce que les gens en font et comment ils les font, tu vois, parce qu'il n'y a pas le renfort adapté, on en revient toujours au même. Normalement, votre travail, en réalité, ça devrait être presque autant de renforcement que de travail du reste des choses quoi, pour le faire en sécurité. Mais donc, on ne parle pas que du cross-training ou du crossfit, on parle vraiment de l'entraînement sans support musical. Ouais, exactement, en fait, on a pris l'exemple du cross-training. Parce que c'est le premier qui nous vient comme ça, mais on ne prône pas en fait, le cross-training comme vraiment la solution idéale. Les cours collectifs en général sont quand même abordables. C'est juste qu'on voilà, tout à l'heure on parlait d'individualisation. Si on veut vraiment prendre le temps avec la personne, en fait le cross-training c'est juste un cours qui va nous permettre de le faire un petit peu plus. Mais ça peut également se retrouver sur d'autres formats différents. Ça, après, le gros avantage pour moi du cross-training, c'est toute la hype qu'il y a autour et toute la communication qui a été faite pendant longtemps sur la compétition, sur l'aspect performance. C'est un côté qui peut être super néfaste pour beaucoup de gens, mais en même temps, quand les gens mettent un pied dans ces cours-là, ils se disent là, je suis là pour me mettre une cartouche. C'est là ça. Donc il y a des bons côtés, des autres moins bons côtés. Je pense que ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais l'avantage c'est que les gens qui vont dans des cours de cross-training ou de circuit training sont dans l'ensemble un peu plus au courant qu'il va leur arriver quand même une bonne intensité en tout cas, deux, trois bricoles. Donc ça c'est pour moi quand même un gros côté positif, c'est le côté être averti, être alerte sur ce qui va nous arriver. Ouais, c'est ça. Puis bon, c'est vrai que des fois on retrouve quand même un public, je sais pas si toi tu as déjà eu pas mal l'expérience avec ça, qui est quand même assez demandeur. Demandeur dans les cours collectifs, où c'est pas parce qu'on est en cours collectif que après bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'a priori sur les cours collectifs. Il y a pas mal de personnes qui n'osent pas aller en cours collectif. Voilà, bon, si on écarte tout ça, ils sont quand même assez compétiteurs. Moi, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui me demandaient vas-y, envoie quoi, mets de l'intensité. Et puis des fois, même le fait d'instaurer un petit peu des petites parties compétition, mais sans leur mettre la pression. C'est ça. Un défi en fait, juste un défi. Ok, bah là, il va falloir faire tant de répétitions en tant de temps, par exemple. Ça va un petit peu leur dire c'est à vous sur ce bloc là. Normalement si tu leur dis par exemple sur ce bloc là c'est censé être des singles, l'objectif pour vous c'est d'en faire le plus possible sur les 45 prochaines secondes et à la fin une fois qu'ils ont fait bravo, ok c'est cool, notez bien le nombre de répétitions que vous avez fait, vous le gardez dans la tête, le challenge pour la semaine prochaine ce sera d'en faire plus. C'est ça. Et ça c'est super intégrable. Voilà, en vrai, c'est des libertés, je pense, qu'il faut prendre même sur des cours chorégraphiés. Je pense que c'est des libertés qu'il faut savoir prendre si vous voulez faire évoluer votre public ou si vous, en tant que participant, vous avez envie d'évoluer. C'est des choses qu'il faut mettre en place de votre côté pour pas rester là-dedans. J'ai un super exemple sur un petit peu sur l'intensité et le manque de challenge. J'ai connu un adhérent collectif qui ne bouge pas pendant un an, tu vois, pareil. Aucune amélioration en termes de charge, en termes de technique, en termes de... Très compliqué. Intensité, comment je pourrais décrire ça? Intensité de phase en musculation, tu fais une série histoire de dire que tu as fait une série au tirage, qu'après c'est 3 minutes sur le téléphone comme ça. Or 3 minutes de récup, si vous voulez les prendre parce que vous avez fait une série très intense, je vous invite à le faire pour récupérer correctement. Mais faites-le sans être forcément sur le téléphone. Parce que je pense qu'on les personnes sont quand même déjà assez au quotidien quand on vient s'entraîner. L'aspect en fait mental il est hyper important. Et je rebondis un peu là-dessus, mais c'est quand même important. On voit quand même beaucoup trop de personnes qui sont là pendant la récupération. Pour moi, une récupération, il y a plein de choses à faire. On va parler de récupération passive ou active, mais voilà. Même si vous récupérez passivement, marchez un petit peu dans la salle, vous faites une séance leg day. Voilà, il y a des pas il y a des pas à faire, hein, même pour le cardio, pour la dépense calorique, on va dire involontaire. En quelque sorte de faire des pas comme ça. Le fait de pouvoir visualiser aussi votre prochaine série, calmer votre rythme cardiaque, etc. etc. Analyser un petit peu votre série d'avant, dire ok là j'aurais pu amener les coudes un peu plus vers le bas, j'aurais pu tirer plus fort, etc. etc. Et surtout prenez pas 3 minutes de récupération si vous aviez mis 30% d'intensité et qu'en fait au bout de votre 15e répétition par exemple, vous pouviez en faire 10 de plus. C'est clairement que la charge n'était pas adaptée, dans ce cas là vous n'avez pas besoin déjà de 3 minutes de récupération sur le téléphone.
on a ciblé un peu le profil type de cette personne. Et moi, j'étais en train de donner un coaching et en fait, j'entends un gars qui passait par là, qui n'a aucune compétence réelle dans le monde du fitness, qui vient lui dire: ah ouais, bah, tu veux perdre le gras que tu as au niveau du ventre, et ben, tu vas faire des abdos là-bas, puis après tu vas faire le banc à lombaire. Et en gros, en fait, des flexions de buste dans tous les sens, et puis des rétroversions de bassin, machin, pour travailler les abdos en espérant faire fondre la graisse abdominale de façon localisée, en disant que c'était le truc miracle. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion de terminer mon coaching 10 minutes après pour aller voir cette personne, on va dire clairement, je lui ai un petit peu brisé ses rêves en lui expliquant que ça ne fonctionnait pas comme ça, qu'il n'atteindrait pas ses résultats. Et en fait, moi je m'attendais naïvement à ce que cette personne me remercie en quelque sorte, enfin du moins qu'elle le prenne positivement, en disant: ok, ce conseil je vais l'écouter, c'est pertinent, qu'est-ce que tu me conseilles de faire d'autre? En fait, cette personne, pas du tout. Elle m'a dit: ah, tu viens de me casser mes espoirs. Ouais. Pour moi, je voulais descendre personne, mais le fait de ne pas lui faire des faux espoirs, c'était pour moi une façon de la ramener, on va dire, un petit peu dans le droit chemin et lui économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec ce genre de principe. Ouais, mais c'est vrai que ça, les personnes, des fois, ils ont du mal à le comprendre. Hein. Que nous, ce qu'on veut, c'est juste raccourcir en fait le temps entre vous avez débuté l'objectif. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui se buter dans des façons de faire qui ne vont pas forcément les aider à progresser. Ouais. Donc voilà, nous en tant que coach, c'est de la bienveillance, hein, tout simplement. On veut vraiment vous apporter quelque chose pour vous rapprocher justement de cet objectif principal. Ouais, ça c'est vraiment le truc clé, et c'est vrai que ça peut nous apporter un petit peu de frustration de voir que le message n'est pas compris de la même façon du côté adhérent. Mais ça, c'est aussi, je pense, notre côté de passionné et notre envie de bien faire qui prend un petit peu le dessus. Voilà, après, cette personne-là, c'est vrai que bon, je l'ai expliqué. En réalité, tu n'as pas besoin de faire 8000 abdos pour pouvoir les avoir. Commence déjà par réduire ton temps de repos, augmenter légèrement tes charges, voire combiner plusieurs exercices et augmenter ton amplitude globale sur le mouvement pour pouvoir réellement progresser. Ton cœur va monter. Et tu auras déjà fait finalement 70-80% des résultats que tu n'arrivais pas à avoir jusque-là. Ouais, c'est ça. Ou des fois, on va retrouver des personnes qui vont nous dire: oui, mais moi je fais déjà ce que tu es en train de me dire, mais je comprends pas, j'arrive pas à perdre cette fameuse graisse du ventre. Mais je pense des fois aussi la cible, elle est peut-être aussi un petit peu à côté. Hein. Si on va acheter un petit coup d'œil dans le plan alimentaire, bon, c'est soda de temps en temps, fast-food assez régulièrement. Et voilà, les deux vont ensemble. Hein. Alimentation, entraînement, je pense que Joanne a déjà dû sûrement parler, et sûrement le dire, mais des fois c'est pas que l'entraînement, il y a aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. L'intensité, on en a parlé tout à l'heure pas mal, que vous allez fournir. Ça, puis il y a un dernier truc, c'est pour ça que moi je bosse même avec des pratiquants lambda, avec deux, on va dire, façons de reporter leur intensité. C'est de leur demander combien de répétitions ils avaient en réserve, de leur donner un nombre de répétitions en réserve à viser. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire voilà, l'objectif c'est de faire 10 reps avec 2 reps en réserve maximum par exemple, RIR2, ou leur demander ce qu'on appelle un RPE pour qu'ils aient une notion de l'effort perçu. Et pour moi ça c'est un gros souci, c'est qu'il y a pas mal de pratiquants qui ont une notion de l'effort qui est relativement faussée. Et ça, on peut le voir. Il y a des personnes, par exemple, moi, tu me mets sous une barre de squat qui correspond au bon pourcentage de ma RM pour que je travaille sur l'hypertrophie, sur du 8 à 12 reps, basique. Ouais. À partir de la 3e rep, j'ai envie d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça brûle déjà. Ouais. Il y a déjà une notion d'inconfort. C'est ça. Eh ben, il y a certains pratiquants, ils vont se dire: ah non, j'ai mis trop lourd, ça brûle, j'arrête. C'est ça. En fait, ils ont peur de l'échec. Et en réalité, cette personne, cette même barre, eh ben, de la 3 à la 10e rep, eh ben, elle aurait eu cet inconfort, mais elle l'aurait fait. Ouais, c'est exactement ça. Et tu parlais de RPE. C'est vrai que je pense quand même qu'il y a une grande majorité de participants qui se sous-estiment aussi un petit peu. Je pense que vous avez quand même réellement les compétences de fournir une intensité plus élevée, d'aller jusqu'au bout de la série, comme le dit Johan, de terminer vos répétitions avec la charge donnée. Il y a aussi pas mal l'aspect mental.
il faut y croire, ça c'est sûr. Quand vous êtes dans votre série, il faut être à fond dans la série, il faut se donner à 100%. Et si vous êtes connecté ici, c'est ce que je dis à pas mal de personnes, vous serez connectés dans un niveau physique, les deux vont ensemble de ça. C'est ça, d'ailleurs, je suis en train de me former sur l'aspect neurologie et l'importance de pouvoir déjà avoir une bonne faculté de capter les informations et les bonnes informations pour que derrière les mouvements et la performance puissent suivre. Et c'est vrai que c'est super important déjà, ne serait-ce qu'à votre échelle, de sécuriser votre espace, de savoir ce que vous avez à faire, de visualiser et de mettre en place des solutions de secours. On parlait du squat, c'est super inconfortable le squat comme exercice. Oui, c'est pas un mouvement qui est évident en plus. Ta charge elle est sur tes épaules, tu as peur de te faire écraser, il y a des facteurs d'équilibre importants. Plus c'est très technique, donc même si vous avez une bonne technique, qui est toujours perfectible à mon sens, et ben derrière le facteur insécurité il est quand même très présent. Donc pour moi un squat, il faut apprendre à le rater. Tu vois ce que je veux dire? Et si je rebondis un petit peu là-dessus, lâcher ta barre. C'est ça. Alors c'est vrai que par exemple si je prends le cas d'un haltérophile, les haltérophiles vont faire des mouvements, vont passer au-dessus de la tête. C'est des mouvements qui sont on appréhende un petit peu forcément, surtout les fois ils ont beaucoup de charges. Lors de ma formation avec le diplôme universitaire là, de cette année, j'ai appris pas mal de choses là-dessus parce que c'était pas mal basé sur la performance. Et on avait un intervenant justement sur l'haltérophilie, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'haltérophilie, comme il aurait pu en avoir d'autres. Il me disait, mais moi ce que je fais en fait avec mes athlètes, c'est que je leur apprends déjà à échouer pour après qu'ils aient déjà pas du coup, comme tu disais, cette appréhension de tomber sous la barre. Et je pense que l'échec fait partie de la réussite. Je pense que là-dessus tu vas me rejoindre. Échouer sur vos exercices, pas à pas, apprenez du coup à corriger un petit peu ça, et ça vous permet d'être plus performant et surtout de moins appréhender du coup cette charge. Par exemple, si vous partez sur la charge, ça vous permet de mettre plus lourd parce que vous savez que si jamais vous ne remontez pas sur la partie haute de votre squat, il n'y a pas de problème. La barre, on sait la lâcher. On sait se mettre en sécurité de ce côté-là. Ouais, c'est vrai, c'est super important. Ça me fait penser à un autre point sur l'aspect, on va dire, mouvement. C'est le fait de, quand tu es sous une barre de squat, en réalité, l'appréhension, tu es censé l'avoir avant ta série. Pas une fois que tu es dessous, que tu es coincé en bas, que tu te demandes réellement. Dès le début, d'ailleurs. Dès le début, quand vous êtes déjà sous la barre. C'est focus, c'est alerte. Il faut être focus direct sur ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça. Et deuxième point, je pense qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux, on nous a beaucoup trop dit n'allez pas à l'échec. Ne visez pas l'échec. Alors effectivement, ne faire que des séries à l'échec, en termes de répercussions nerveuses notamment, ça peut être assez avec charge lourde. Assez coûteux déjà, nerveusement. Mais par contre, en tant que débutant, tu me diras ce que tu en penses, c'est peut-être intéressant de rebondir là-dessus, mais moi, à mon avis, en tant que débutant, si ton mouvement est maîtrisé, tu dois pouvoir t'entraîner à l'échec en tant que débutant, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui guidera ton aspect justement de l'effort perçu pour la suite. C'est exactement ça. Parce que si tu t'entraînes pas à l'échec pour commencer, tu ne sais pas quel est ton échec, où est ta limite. Exactement, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Quand on a abordé les groupes collectifs, on disait que les personnes étaient souvent à une intensité sous-maximale. Donc ça veut dire qu'elles restaient dans la zone de confort. Mais si ces personnes-là ne vont jamais en fait aller chercher la fameuse zone rouge, on va parler de zone rouge, c'est vraiment la zone où vous allez être intensité maximale, vous allez fournir un effort qui est maximum. C'est vrai que si on ne va pas expérimenter un petit peu ce plateau-là, ce plateau de zone rouge, on ne saura pas, comme tu le dis si bien, vraiment nos capacités, jusqu'où on peut aller. Et c'est là souvent qu'on retrouve le fait qu'on sous-estime un petit peu dans le sens où, vu que je ne sais pas où est ma zone rouge, je pense que je suis en dessous, mais en fait ça se trouve, vous auriez pu être largement au-dessus de cette zone-là. Ça, puis d'un point de vue récupération, il y a un truc qui est important à prendre en compte à mon sens, c'est que si tu t'es fixé par exemple sur une série de musculation où tu as 2 minutes de pause entre deux chansons tant que le coach t'explique quelque chose, ces 2 minutes-là, elles doivent te servir à pouvoir reprendre avec une intensité suffisante, sans avoir l'impression que tu recommences de zéro non plus et que tu es ultra frais. L'idée c'est que tes capacités, que ce soit toujours de plus en plus dur au fur et à mesure de la séance,
et que tu vides au fur et à mesure tes réserves d'énergie. Si tes temps de repos sont trop grands par rapport à l'effort fourni, ben en fait, tu n'as pas réellement d'adaptation qui peuvent se créer derrière parce que ton corps n'a pas reçu le stimulus nécessaire pour qu'il y ait une réelle progression derrière et des adaptations structurelles et nerveuses conséquentes. Ouais, c'est exactement ça. C'est en fait, qu'est-ce qu'on cherche exactement dans un entraînement, que ce soit court collectif ou même sur du plateau, peu importe. Si j'imagine un petit peu ça, si je devrais donner une image, c'est un peu une pente en fait. On va chercher à grimper progressivement en intensité et forcément la fatigue de votre séance, malgré la récupération, la fatigue nerveuse elle est présente, la fatigue intermusculaire elle est présente aussi. Elle va s'accumuler. Et le fait d'avoir justement le bon temps de récupération, la bonne récupération, va également vous permettre d'être toujours dans ce bon plateau, dans cette bonne zone où vous êtes ni trop à l'aise, ni à 100% à l'échec. Il faut quand même pouvoir garder une bonne maîtrise technique de l'exercice. Mais c'est vrai que tout ça, c'est une balance. C'est une balance qu'il faut bien équilibrer, mais pour autant, le coach est censé pouvoir voir si vous êtes dans cette zone ou pas et pouvoir vous indiquer d'augmenter ou de baisser la charge ou de modifier certains paramètres. Et si vous l'écoutez, vous arrivez forcément à avoir des résultats. Vous vous laissez driver quand on fait des signes au niveau des mains. Laissez-vous driver sur le reste des. On fait des signes au niveau des. Laissez-vous driver quand. Faites pas ces signes-là. Quand on vous donne d'autres consignes là-dessus. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. L'idée que la solution c'est d'essayer d'individualiser un petit peu plus en modifiant les structures des cours collectifs. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou des points que tu voudrais aborder? On arrive sur les 1 heure de vidéo déjà, ça passe super vite. On cause beaucoup, mais après voilà, je pense que c'est quand même du contenu qui va être quand même assez pertinent pour nous. Ouais. Après, c'est notre point de vue, c'est mon point de vue aussi. Voilà, tout ce que j'ai dit en tout cas dans cette vidéo, c'est ce que moi je pense, c'est un petit peu mon expérience personnelle. Voilà, je pense que Jonathan a aussi une expérience différente, chaque coach est différent, a un point de vue différent. Donc voilà, c'est pas des choses qu'il faut prendre comme certitude, c'est pas une affirmation tout ce qui a été dit, voilà, c'est juste voilà, des conseils, un petit peu l'expérience qu'on a eue de ce côté-là. Moi également avec les cours collectifs ou même les personnes en général. Mais sinon, je pense au niveau de l'individualisation, déjà reprendre un petit peu tout ce qu'on a évoqué, ça peut vous aider à progresser en tout cas dans vos objectifs. Donc si on résume un petit peu, voilà, l'intensité qui doit être assez importante, la motivation forcément bien entendu, parce qu'elle va fixer votre intensité. Et surtout vous laisser guider, voilà, faire confiance à votre coach et puis tout va bien. Ouais, effectivement, donc voilà, je pense que la messe est dite. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis en commentaire sur le sujet et à nous proposer d'autres vidéos peut-être plus liées à la préparation physique pour des sports spécifiques, de gestion des blessures par exemple, ou de réathlétisation. Moi c'est des thèmes que j'affectionne particulièrement et sur lesquels je travaille pas mal. Donc ça peut être super intéressant. En attendant, n'oubliez pas l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. On revient à la base et vous avez tous nos liens dans la description de la vidéo. On se retrouve très bientôt. C'était Johan et Andy pour cette vidéo. Plaisir. Merci Andy. Merci on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, à très bientôt.